Bienvenue sur le podcast Futur Chien Guide, le seul podcast sur l'univers des chiens guides d'aveugles, soutenu cette année à nouveau par la FFAC et l'ANM Chien Guide. Amoureux des chiens, passionnés d'éducation canine, futurs bénéficiaires ou autres curieux comme moi, vous croisez parfois des chiens guides d'aveugles et leurs maîtres en vous demandant comment font-ils pour se déplacer dans nos rues toujours plus agitées. Ce podcast est le seul qui vous propose au fil de rencontres enrichissantes de décrypter l'univers des chiens guides d'aveugles pour comprendre par qui et comment ils sont éduqués, mais aussi de découvrir leur rôle dans le quotidien de leur maître et les bouleversements à leur arrivée. Je m'appelle Estelle et je suis passionnée depuis toujours par les chiens guides d'aveugles et bénévole pour cette cause à Paris depuis des années. Persuadée que l'univers des chiens guides d'aveugles mérite d'être mieux connu, je vous partage dans ce podcast les échanges que j'aurais tout à fait pu avoir en face à face autour d'un verre avec mon invité. Après 4 séries de l'été sur les chiens d'assistance, cet épisode de rentrée signe le grand retour des épisodes sur les chiens guides d'aveugles. Je suis ravie de vous présenter pour l'occasion Thérèse, qui est une bénévole très investie auprès des chiens guides de Paris. C'est à l'aube de la retraite que Thérèse cherche de nouveaux engagements pour occuper son temps, et après avoir tenté plusieurs causes, elle découvre le rôle de famille d'accueil. Après l'accueil de son premier élève chien guide, elle poursuit en tant que famille relais et est aujourd'hui responsable d'une détente collective. Mais comment organise-t-elle ces détentes et à quoi servent-elles ? Et comment devenir à son tour bénévole pour ces détentes ? De ses premiers pas de famille d'accueil à son rôle de bénévole multitâche, Thérèse revient sur son parcours tout en nous racontant la réorientation de son élève chien guide Olaf, auprès de Thibaut, mon invité dans l'épisode 47. Et maintenant, place à l'épisode. Bonjour Thérèse. Bonjour Estelle. Merci d'avoir accepté mon invitation un petit peu à l'arrache. Je crois qu'on est sur la fin de l'été. Je suis entre plein de projets pro et perso et mes créneaux ne sont pas nombreux. Et je t'ai proposé un créneau, tu as dit OK. Et là, on a galéré à se connecter, mais ça marche. Entre 2 cartons, tu m'accordes cette interview. Merci. C'est à peu près ça, ouais. Comment ça va de ton côté ? Écoute, très bien. Là, actuellement, j'ai un petit hook en relais. Ça se passe à merveille. Ce matin, on a fait une détente. Enfin, on en parlera peut-être un peu plus tout à l'heure, mais très bien. Les vacances sont terminées depuis fin juillet. Bon. De retour à Paris, mais ça va, on n'a pas trop chaud cette année. Oui, ça va. On a eu quand même quelques petites chaleurs. Est-ce que tu peux rapidement te présenter, nous dire un peu qui tu es en dehors de tout l'univers des chiens guides ? Alors, je m'appelle Thérèse. Voilà. J'ai 63 ans. Je suis retraitée depuis 2 ans et demi, mais j'ai cessé toute activité il y a 5 ans et demi en fait. Retraitée, alors j'ai eu 2 carrières, une carrière d'institutrice et une carrière d'ingénieur en réseau télécom, donc vraiment 2 opposés. T'es passée de l'un à l'autre au milieu de carrière. Ouais, j'apprécie la retraite. Tu as bien raison, parce que moi, comme je le dis, plus j'avance, plus elle recule. Alors bon. Et donc, aujourd'hui, tu nous parlais de Hook qui est à tes côtés, mais si on revient au tout début de l'histoire, sur ton engagement pour les chiens guides d'aveugles, comment ça s'est passé ? Est-ce que tu connaissais la cause ? Tu connaissais l'école de Paris ? Comment tu as découvert tout ça ? Par hasard. Vraiment par hasard. En fait, la retraite arrivant, se posait évidemment la question de qu'est-ce que je vais faire de tout ce temps ? J'avais en tête d'avoir une activité, on va dire, utile et agréable. Le bénévolat, bien sûr. Donc, j'ai exploré pas mal de pistes, le soutien scolaire, les restos du cœur, tout, je t'en passe. Mais bon, c'était quelquefois agréable, mais pas utile, quelquefois utile, pas agréable. Enfin, il manquait un petit élément pour que ça me convienne, en fait. En parallèle, alors j'ai croisé une famille d'accueil. Parce qu'il faut dire aussi, c'est vrai, faut pas que je l'oublie, que j'avais en tête de prendre un chien à moi. J'avais cette idée, pourquoi pas avoir un petit toutou, mais c'était compliqué, un chien de compagnie, c'est pas simple, on peut pas l'emmener partout, on est tributaire du restaurant qui va pas l'accepter, les locations de vacances compliquées, etc. Et un jour, je croise un chien qui avait un petit dossard bleu, et je vois élève chien guide. Donc, je discute avec sa famille d'accueil, du coup, et elle m'explique ce cursus, cette partie de l'univers de la vie d'un chien guide que je ne connaissais absolument pas. Et ça, c'était en quelle année de ton côté ? Alors ça, c'était en 2017. Et du coup, tout ça a commencé à bien mijoter dans ma tête, et je me suis dit, mais pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Ça c'est un combo gagnant, finalement. Tu as un chien, alors qui est pas à toi, mais quand même en CDD, tu l'as un petit peu. Ouais.
Et puis, tu agis pour une belle cause, finalement. Bah oui, c'est pas moi qui vais te dire le contraire. Voilà. Donc, je me suis lancée l'été 2017. J'ai participé à une réunion d'information à l'école de Paris. Parce que j'avais cherché évidemment l'école la plus pratique en termes d'activité, par les transports, etc. Et je suis allée à une réunion d'information. C'était en juillet 2017 à ce moment-là. Bon, je n'ai pas déposé mon dossier tout de suite parce que la fin de l'année a été très chargée en termes sur le plan professionnel puisque je partais à la fin de l'année. Donc je faisais énormément de voyages pour aller présenter mes successeurs à mes clients. Enfin bon, c'était trop lourd, je ne pouvais pas le prendre à ce moment-là. Après, sur le plan personnel, bon, mon papa a eu des petits soucis de santé, donc il a fallu à nouveau que j'attende un peu. Tout ça s'est éclairci en février 2018. En mars, je suis retournée à une réunion d'information avec cette fois-ci l'intention de déposer mon dossier. T'as fait comme moi, t'as fait 2 réunions d'information. Alors, je les ai fait un peu plus espacées, mais 2 réunions. Une pour découvrir et une pour confirmer le projet. Exactement, c'était ça. Et là, j'ai déposé effectivement mon dossier. Donc, nous voilà en mars 2018. Et l'école nous dit à ce moment-là, bon, de toute façon, les chiots, vu les portées qu'on a, etc., ça ne sera pas avant septembre-octobre. Reste la mienne, c'est pas grave. Il s'avère qu'un mois après, au mois d'avril, l'école m'appelle en me disant, on a un chiot pour vous. Alors bon, j'étais quand même très étonnée. Et je leur pose la question, mais pourquoi moi? Et pourquoi si vite? Et là, c'était vraiment le coup de bol. Pour moi, en tout cas, ils avaient eu un désistement de famille d'accueil. On était en pleine période des vacances scolaires parisiennes. Donc, l'école avait un mal fou à trouver une famille d'accueil disponible parce que elle m'a appelé le jeudi pour venir chercher le chien le lundi. Ah oui, express. Voilà. Donc, ça, c'était un élément aussi qui pouvait être un peu plus compliqué. Donc, j'étais la 20e famille, je crois qu'ils appelaient, etc. Donc, j'ai réfléchi à peu près 3 secondes et demie. J'ai dit oui. Et donc, finalement, un mois après cette deuxième réunion d'information pour confirmer le projet, tu te retrouves avec un chiot à la maison. Absolument. Absolument. Avec 3 jours pour préparer, pour aller acheter les gamelles, les doudous, les jouets, etc. Organiser la maison, remonter les objets qu'on n'a pas envie qu'ils soient cassés en hauteur, planquer les plantes pour pas que les chiens mangent. Enfin, voilà, 3 jours mais c'était un vrai chambardement, mais alors, c'est pas grave. J'y suis allée et je suis revenue avec un beau golden qui s'appelle Olaf, qui a fait l'objet d'ailleurs de ton épisode 47 de mémoire. Oh, c'est tout à fait ça, avec Thibaut, puisqu'il a eu une seconde vie auprès de Thibaut, puisqu'il lui détecte notamment ses crises d'épilepsie, mais on en parle dans l'épisode 47, voilà. On va s'attarder là-dessus. Et donc, Olaf est arrivé du haut de ses 3-4 mois? Il avait un petit peu plus de 3 mois, oui. Voilà, donc on a fait ce qu'il fallait, hein, je l'ai amené aux portes de l'école, il est quand même entré en éducation en fin décembre 2018. Et il a été réformé 2 mois après. D'accord. Parce qu'il avait des sensibilités, les cours d'école, etc. Bon, voilà. Et de son côté, comment ça s'est passé donc cette période de famille d'accueil? Est-ce que c'était un peu comme tu l'avais envisagé ou pas du tout? En fait, j'avais rien envisagé. Moi, je découvrais complètement. Et j'ai vraiment découvert tout un tas de notions que je n'avais pas. J'ai découvert, tu vois, tout bêtement, le mot et le sens du mot habituation. J'ai découvert l'éducation positive. Je savais même pas qu'il pouvait exister une éducation négative. Enfin, négative. Voilà. Oui, par opposition en tout cas. Voilà. Je me suis rendu compte qu'il y avait, ça c'est vraiment la découverte que j'ai faite, qu'il y avait des vraies études qui avaient été menées sur les comportements, les observations des comportements des chiens. Il y avait des vrais métiers aussi autour de tout ça. Oui, que voilà, il y avait quelque chose de fondé, un peu d'historique et beaucoup d'expertise en tout cas. Exactement. C'était vraiment moi j'avais eu des chiens à la maison, mais bon, évidemment pas des chiens d'assistance. Et je me souviens pas si on faisait de l'éducation positive ou pas. Enfin, on les a jamais tapés en tout cas. Mais bon, j'ai découvert qu'il y avait vraiment un écosystème autour de ça qui était solide, quoi. Voilà. Et puis avec un enchaînement de maillons entremêlés. Absolument. Pour derrière en faire des bons chiens d'assistance au sens large, même si on ne parle pas que des chiens guides pour Olaf en tout cas. Oui, tout à fait. Bon, et après ta première expérience en tant que famille d'accueil, tu étais dans quel état d'esprit
à l'entrée en éducation d'Olaf? Alors, évidemment, c'est un déchirement, hein, quand on dépose une fille à l'école, c'est un déchirement. Mais bon, je ne savais pas si j'allais renouveler l'expérience. Je savais pas. J'attendais. Parce qu'en fait, il s'est passé aussi, cette réorientation, cette réforme et cette réorientation, qui a été un petit peu saccadée, on va dire, qui a amené Olaf chez 10 chiens, mais seulement en novembre de l'année suivante, 2019. 2019. Et j'étais toujours en fait dans l'attente de si ça marche pas, je l'adopte. En fait, à ce moment, je l'aurais adopté. Et puis les choses ont fait leur petit chemin. Il a trouvé sa place chez Andy Chien. Alors évidemment, en 2020, le Covid est arrivé, donc tout a été un petit peu bousculé. Chamboulé, ouais. Voilà. Mais en attendant cette potentielle adoption de l'AF, j'avais commencé à faire des relais. L'école avait commencé à me proposer des relais d'élèves, de petits. Donc, je restais un peu quand même, je continuais à garder la main, on va dire, sans avoir d'investissement à long terme à ce moment-là. Oui, c'était des relais plutôt courts que tu prenais, c'était pas des relais sur plusieurs mois. C'est ça, je prenais des relais d'une semaine, 15 jours. Et j'ai commencé également, fin 2019, à faire des détentes. Mais alors là, c'était vraiment en tant qu'accompagnatrice la semaine, et à faire une détente individuelle le samedi, toute seule. Alors sur cette question des détentes, justement, c'est une particularité de l'école de Paris, en tout cas dans la formalisation de l'organisation de ces détentes. On en a déjà parlé quelques fois, mais c'est le fait, par petits groupes, d'aller faire des détentes avec des déficients visuels et leurs chiens, surtout pour le chien, mais c'est une bonne partie de papote aussi, je crois, entre les bénévoles et les bénéficiaires. Et comme ça, vous êtes un voyant avec un non-voyant, et comme ça, le chien peut se dégourdir les pattes en toute sécurité, j'ai envie de dire, par la surveillance du voyant, c'est ça ? Ah oui, c'est ça, en fait. On fait des groupes de... Alors, moi, au début, je ne faisais pas de collective, mais on y viendra tout à l'heure. Maintenant, je fais une collective le samedi. Effectivement, on fait des groupes d'un maximum de 5 chiens, avec un bénévole qui accompagne un DV, plus deux bénévoles en sécurité. Donc, c'est des personnes qui ont en charge de faire rappeler les chiens si les chevaux arrivent, par exemple, qui disent on rattache les chiens parce qu'on va traverser une route. Qui disent on va les rattacher parce qu'ils ne vont pas dans l'eau, il y a des cyanobactéries, qui ont plus la vision globale du groupe, qui disent aussi au premier attendez un petit peu, on attend les derniers pour pas trop s'étaler dans les allées pour que les chiens ne fassent pas des allers-retours dans les jambes des humains. Enfin, oui, il y a un cadre, il y a un cadre sécuritaire très important, très important. Et au tout début, ce que tu faisais, c'était plutôt un à un, c'était pas forcément les détentes en groupe. Alors au début, oui, je faisais une individuelle. Le samedi, qui s'est avéré en fait être 2 individuels en même temps. Bon, on était 3 bénévoles avec 2 DV et leur chien. DV, ça veut dire déficiente visuelle, hein. C'est notre petit jargon, mais... C'est vrai, pardon. Et donc ça s'est fait assez naturellement parce que tu connaissais les personnes ou que quelqu'un t'en a parlé? Non, ça s'est fait par l'école. En fait, l'école m'a demandé si je voulais bien faire des détentes. Okay. Donc au départ, j'ai accompagné des bénévoles qui connaissaient déjà, qui m'ont expliqué un petit peu toutes les ficelles, parce que mine de rien, il faut veiller à ce que le DV ne tombe pas, se tord pas la cheville sur un caillou, bute pas dans une branche, ne se prenne pas une branche dans la tête aussi, faut penser à lever le nez, avoir les yeux sur le chien en permanence aussi pour lui dire rappelle-le, il est trop loin, etc., etc. Oui, il y a quand même quelques ficelles, c'est pas juste aller se balader avec un chien et son déficient visuel. Enfin, moi, j'en avais énormément pris conscience, pas en faisant des détentes particulièrement, mais en accompagnant Francis, avec qui j'ai parlé dans l'épisode 60, et Moon pour faire du canicross. Quand on avait couru ensemble, ça n'avait pas été la même chose de faire les entraînements au Jardin des Plantes sur une surface relativement plane que d'aller faire le canicross en tant que tel dans le bois de Vincennes. Et en effet, comme tu le dis, il y a des racines, il y a des éléments en hauteur, en largeur, enfin bref, et c'est une question de sécurité, c'est pas que sécuriser les chiens en détente, mais aussi sécuriser l'accompagnement de la personne pendant la détente. Complètement. C'est pour ça que on a un bénévole pour un déficient visuel, ça c'est important, mais c'est aussi pour ça qu'on a aussi 1 ou 2 bénévoles supplémentaires pour les chiens. Parce que c'est quand même très difficile d'avoir et le maître et le chien. On n'a que 2 yeux, et quand il faut courir, on n'a que 2 jambes, donc c'est pas toujours évident. Donc voilà, là c'est vraiment le maître mot de ces détentes. L'idée c'est que tout le monde rentre en forme, vivant et bien détendu.
Oui, l'objectif, c'est pas que ce soit un moment stressant, au contraire. Voilà. Donc toi, tu as commencé en individuel, donc à la demande de l'école, vous étiez 2 binômes. Voilà. Et puis ça s'est un petit peu développé au final. Alors ça s'est développé. Donc il y a eu la période Covid, donc qui a un peu tout paralysé. Ça a été un peu compliqué. Et en fait, quand tout a bien pu reprendre, fin 2020, début 2021, là l'école m'a demandé si j'acceptais d'être référente, c'est-à-dire organiser les détentes, d'une collective du samedi avec jusqu'à 10 chiens. Sachant qu'on fait évidemment 2 groupes dans ces cas-là. Et ben j'ai relevé le challenge aussi. Donc on est parti de 2 chiens. Et là actuellement on est à 8 avec autour 16 bénévoles. Ah oui. Oui. C'est référente, mais on pourrait dire organisatrice, quoi. Voilà, c'est moi la référente, donc j'organise, je planifie, je m'assure que les gens sont là, etc. Alors 16 bénévoles, ça peut paraître du luxe, mais il faut savoir que les détentes, alors la détente collective que je fais, elle est le samedi et elle est réservée aux personnes qui travaillent. Donc les bénévoles travaillent, les DV travaillent. Donc bon, évidemment, comme tout bénévole qui travaille, on fait des choses le week-end qu'on peut pas faire la semaine. Donc ce sont des bénévoles qui ne sont pas forcément là tous les samedis. Oui, c'est un pool entre guillemets de bénévoles dans lequel toi tu dois checker. Comment ça s'organise ça? Vous avez un petit groupe WhatsApp, vous fonctionnez par mail. Comment tu fais? Est-ce que les bénévoles s'inscrivent? Est-ce que les bénéficiaires et les déviations visuelles s'inscrivent? Comment vous faites fonctionner pour faire tout ça? Alors, bon, ça c'est mon organisation à moi. Je ne sais pas comment font les autres groupes de la semaine, mais effectivement, à peu près en milieu de mois, je demande à la fois aux DV et aux bénévoles s'ils seront là les samedis du mois suivant. D'accord. Donc tout le monde s'inscrit. Et puis en fonction de ça, j'adapte les groupes, je fais tourner les groupes. Est-ce que du coup il y a des petites habitudes? Est-ce que c'est les DV ont toujours le même bénévole ou au contraire l'idée c'est de changer? Ouais, l'idée c'est de changer justement. Ok. Déjà changer, essayer d'alterner au niveau des horaires, parce que quand on est 2 groupes, il y en a un qui part 20 minutes avant, donc ça pas toujours les mêmes qui partent en premier, les mêmes en dernier. Et puis moi je fais tourner les bénévoles avec les DV. Pour que tout le monde rencontre tout le monde, en fait, tout le monde s'enrichisse. Et j'imagine que tu veilles aussi côté chien, puisque ce n'est pas une promenade que humaine, mais aussi un peu canine. Tu prends ça aussi en compte dans l'organisation? Comment ça se passe? Oui, je fais en sorte de... Est-ce que... Bon, les chiens, tu es bien placé pour le savoir, ont chacun leur caractère. On en a des très, très, très toniques, on en a des plus calmes. Donc j'essaie de ne pas mettre tous les toniques ensemble, et pas non plus tous les plus calmes ensemble. Parce qu'il faut quand même que les chiens échangent, un peu comme les humains. Il faut qu'ils se stimulent les uns les autres ou qu'ils s'apaisent les uns les autres. Voilà, il faut vraiment qu'il y ait une interaction aussi entre les chiens. Ouais. Donc ça fait un peu, tu sais, les jeux d'été là. Je suis un peu encore dans l'été moi, même si j'en ai pas du tout fait cet été. Où tu dis machin est avec machin, mais il peut pas être avec machin. Ça te fait un peu un joli petit casse-tête pour bien t'organiser et après envoyer. Et confirmer la présence de chacun en disant un tel horaire, etc. Oui, c'est ça. Alors moi, j'ai un petit fichier Excel donc avec tous mes présents absents. J'envoie un mail donc le mardi pour l'organisation du samedi suivant. Et on a un petit groupe WhatsApp aussi quand même pour se prévenir en cas de retard. Ça peut arriver, j'ai pas de bus, je serai pas à l'heure, bon, ok. Ou alors je viens pas, je me suis tordu la cheville, bon, ça peut arriver. Donc on a aussi un groupe WhatsApp pour on va dire les urgences. Et pour revenir sur ton engagement bénévole, tu disais que toi, tu es partie à l'origine en tant que famille d'accueil. Les bénévoles qui sont avec toi dans ces détentes, c'est quel type de profil, tu vois, pour... Déjà, est-ce qu'il y a besoin de bénévoles pour ces détentes-là ou est-ce que au contraire, vous êtes au complet? Et c'est quel type de profil? C'est plutôt des gens qui sont déjà engagés ou pas du tout? Comment tu pourrais les présenter? Alors, tous ne viennent faire que les détentes, sauf un couple qui est devenu famille d'accueil et un autre, un jeune, qui fait des relais occasionnellement, mais il ne fait des relais que des chiens de la détente. Il ne s'est pas encore lancé dans l'aventure relais autre, inconnu, on va dire. Il fait des relais que de chiens éduqués, en fait. Que des chiens qu'il a le samedi. Super. Moi, j'en ai quelques-uns, effectivement, qui petit à petit mettent les doigts dedans. Et puis, c'est un peu comme moi, quoi. Ils se font manger la main, le bras. Ne m'en parle pas. Moi, je me suis fait manger, je sais pas encore jusqu'où. Je pense que c'est pas fini, alors on va voir.
Ok, donc c'est des gens qui commencent, c'est ça que je voulais savoir, c'est plutôt des gens qui commencent par la détente et qui ensuite découvrent tout l'univers. Oui. Ok. Oui. Ouais, c'est intéressant. Je sais que je vous ai déjà croisé quand je viens parfois le samedi à l'école. Ça m'arrive rarement, mais ça m'est arrivé dernièrement encore en préparation de l'assemblée générale de l'école. Et c'est vrai que c'est un groupe assez sympathique. Enfin, je pense que c'est plutôt très bonne ambiance, puisque tout le monde est là pour se détendre au sens propre, et en même temps, du coup, se balader, papoter. Et vous n'êtes pas statique. Donc c'est un peu aussi la surprise de est-ce qu'on connaît la personne avec qui on va faire les détentes et pour rencontrer encore des personnes. Et pour répondre à ma question, est-ce qu'il y a encore besoin de bénévoles pour faire ces détentes ? Alors là, on travaille avec l'école pour passer de 8 à 10 chiens d'ici la fin de l'année. Et effectivement, on va avoir besoin d'autres bénévoles. Alors, la journée portes ouvertes du 24 septembre sera, il y a lors de la journée un stand détente. Donc effectivement, les gens vont pouvoir venir s'inscrire. Il faut savoir quand même que c'est un engagement. Oui. Qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, on y va. Ce que tu disais, c'est que c'est pas un engagement sur tous les samedis, mais faut pas non plus y aller qu'une fois, quoi. En fait, il faut pas venir là en se disant je viens si je n'ai rien d'autre à faire. J'ai eu quelques bénévoles comme ça, bon, ils sont pas restés parce qu'ils se sont rendus compte que c'était pas compatible. Non, faut quand même dire alors je viendrai 2 fois dans le mois, ok, mais je m'engage à venir 2 fois dans le mois. Oui, c'est pas au petit bonheur la chance. Je viens plus, je viens pas. C'est vraiment le samedi matin égale détente, et de temps en temps, je suis pas là parce que. Bien sûr. Mais si on a des choses prévues tous les week-ends ou qu'on est en vadrouille à l'extérieur de Paris tous les week-ends, en tout cas, c'est pas la détente avec toi qu'il faut faire. Exactement. Dans ces cas-là, on fait une individuelle avec une personne qu'on connaît ou des choses comme ça. Mais dans le cas de détente organisée, il y a organisé. Il faut quand même un minimum de prévision et de valeur sûre. Oui, et c'est pas juste, on parle de détente, mais c'est pas juste une promenade, c'est quand même organisé, tu vois, c'est pas comme si on disait, allez, on va se faire une petite rando, et puis vient qui veut, quoi. Là, il y a besoin d'un certain nombre de personnes pour la sécurité des chiens, des personnes, comme tu l'as dit. Ouais. C'est pour ça que c'est important et qu'il faut être fiable, en tout cas. Si tu devais dire 3 mots sur les qualités d'un bon bénévole de détente, je pense qu'il y a le mot fiable. Fiable, bien sûr, mais surtout aussi très à l'écoute, mais ça... D'une manière générale, c'est pour toutes les personnes qui côtoient tous les chiens et pas que les guides. Il faut vraiment être à l'écoute du chien. Beaucoup. Alors en plus, en parallèle, moi j'ai fait une formation de comportementaliste depuis, donc j'ai appris aussi à écouter un chien, à l'observer, à le respecter. Donc il faut bien entendu l'observer, le respecter, malgré tout le cadrer par moment, parce que ce ne sont pas nos chiens non plus. On doit être à l'écoute du maître. C'est le maître qui est responsable de son chien. C'est lui qui nous dit, moi, mon chien, il va pas dans l'eau, moi, mon chien, il va dans l'eau, ok. Moi, je veux pas qu'on lance une balle, ok, on lance pas de balle. Voilà, faut être à l'écoute, faut être pas malléable, enfin, faut savoir s'adapter aussi. Savoir s'adapter. À chaque chien, à chaque maître, et comme ça change tous les samedis, il faut savoir changer tous les samedis. Oui, et puis c'est pas non plus une balade, c'est pas comme si on allait promener des chiens. C'est pas qu'une promenade de chiens. Ah non, c'est pas qu'une balade de chiens. Il y a déjà tout l'environnement sécuritaire, qu'on doit avoir pour les maîtres et les chiens, bien sûr. Ouais. C'est pour ça que je dis que ça fait une joyeuse troupe, parce que quand vous sortez de l'école et que j'ai l'occasion de vous croiser, ça m'est arrivé 2 ou 3 fois. Ouais. C'est un joli mélange de plein de personnes, de plein de chiens, de plein de sourires en général, tout à fait. qui est juste très content. Alors moi, j'avoue, je vous ai pas croisé ni sous la pluie ni sous la neige. Ça aurait pu m'arriver, mais j'étais pas là à ces moments-là. Et justement, on parle du samedi. Il y a d'autres détentes qui sont organisées par l'école dont tu n'es pas la référente. Voilà, il y en a une par jour en fait, sauf le dimanche. Et je participe aussi à celle du vendredi. Je participais depuis jusqu'en avant l'été, à celle du lundi. Je n'y vais plus sur celle du lundi, pour des raisons personnelles. Je dépanne aussi parce que les groupes de bénévoles ne sont pas... c'est toujours les mêmes groupes, les mêmes jours. Mais quand il y a besoin de renfort sur des périodes de vacances où on manque de monde, là, les parois s'ouvrent et on va épauler les uns les autres. Les bénévoles du mardi viennent m'aider. Moi, je vais aider les bénévoles des référents, du mardi. Donc, c'est vraiment des moments... il y a énormément d'échanges entre les humains, énormément d'échanges avec les chiens et les humains, énormément d'échanges entre les chiens, et puis beaucoup d'échanges aussi avec les personnes qu'on côtoie dans le bois. On n'y pense pas, mais ils ont beaucoup.
viennent poser des questions, s'intéressent, voilà, on croise leurs chiens. Enfin, ça éveille un peu la curiosité des gens. Et c'est des moments de partage vraiment très très riches, hein, très riches. Et puis on rigole bien. Quand on vous croise, cette joyeuse troupe, ça interroge, ça questionne. Tout à fait. En plus, avec les dossards orange, bon, on passe pas inaperçu. et puis je reconnais qu'on se marre bien aussi entre nous. Hein. Bah, c'est un peu ce que je disais, c'est une joyeuse troupe, quoi. Voilà, y compris avec les bipèdes. Et donc, il y a une détente tous les jours qui est organisée par l'école. Mm-hmm. Et donc, on est toujours du côté du bois de Vincennes, ou il y en a ailleurs déjà? Pour les chiens de Paris, c'est le bois de Vincennes, ouais. Le point d'ancrage, c'est l'école qui se situe à l'orée du bois de Vincennes. Voilà, et puis qui est très pratique au niveau accessibilité en transport. Alors, je suis donc je fais ces détentes, je fais encore des relais, et maintenant je fais aussi des randonnées avec l'association Valentin AUI. Ok. Alors là, ce sont des bébés qui n'ont pas forcément de chiens. Ok. Et là, par contre, ce sont des randonnées en région parisienne, donc on prend le train, c'est sur la journée, on va en forêt de Chantilly, on va en forêt de Fontainebleau. C'est une autre approche aussi de l'univers du monde de la malvoyance, sans chien cette fois-ci. Donc vous faites des randos, vous faites d'autres activités? Alors, il y a d'autres activités organisées par l'association, mais moi je ne fais que les randonnées. Ok, ouais, toi t'es team dehors, grand air. Oh, je suis pas vraiment une femme d'intérieur. J'aime bien bouger, j'aime bien apprendre et j'aime bien transmettre, donc voilà. C'est pas en restant chez moi que ça va se faire. Ah, mais c'est chouette. En tout cas, on constate que tu as mis des briques au fur et à mesure depuis 2017, que tu as mis les briques les unes après les autres, famille d'accueil, famille relais. Je sais aussi que tu es adhérente à l'association de Paris. Oui. Tous ces engagements qui, au fur et à mesure, t'occupent en fait. T'occupent plutôt pas mal. Ça m'occupe et puis j'ai été happée en fait. Mm-hmm. À tel point, ce que je te disais, que j'ai eu envie d'avoir une formation, notamment de comportementaliste pour mieux comprendre les chiens, pour mieux répondre, pour mieux les respecter. Enfin, ça a été au-delà du chien guide en fait. Voilà, je suis un peu happée par ça. Tu t'ennuies plus? Je n'arrête pas. Tu n'arrêtes pas. Et est-ce que au quotidien, toutes ces actions bénévoles que tu fais, tu vois des avantages ou au contraire des inconvénients à les faire? Qu'est-ce que tu pourrais ressortir de cette expérience? Alors moi, je ne vois que des avantages, je ne vois pas d'inconvénients. Moi, je vois que des avantages. On apprend tout le temps, on transmet tout le temps, on échange tout le temps. Après, c'est vrai que, alors c'est pas un inconvénient, mais pour s'engager sur de multiples facettes comme ça, il faut bien réfléchir parce que ça prend du temps. Puis ça ne se fait pas à la légère, mine de rien. Hein. On a quand même des personnes en face de nous qui ont besoin de ces détentes, de ces accompagnements. Donc bon, on ne fait pas, voilà, quand on a le temps. Voilà, mais c'est pas un inconvénient, c'est une organisation après à trouver. Et puis il faut peut-être aussi savoir se mettre un stop, quoi. Quand ça prend vraiment trop de temps. Tu vois, moi, les activités hors randonnée de l'association Valentin AUI, je les fais pas. Oui, tu te cantonnes à la randonnée dans le sens où ça te permet aussi de te recentrer et de ne pas t'éparpiller trop non plus. Voilà, exactement. Donc oui, les éléments à prendre en compte avant de se lancer dans toute cette aventure un peu bénévole multicasquette, comme tu le dis, c'est de rester organisé quand même, je crois. Oui. Et éventuellement de se mettre soi-même des limites pour ne pas s'engager au-delà de ses possibilités en fait. C'est une possibilité de disponibilité de temps parce que ça prend du temps. Alors c'est vrai que moi, étant à la retraite, j'ai un petit peu plus de facilité que les gens qui travaillent, donc, mais j'ai aussi à côté une vie privée, une vie personnelle, familiale, à laquelle je ne renonce pas, quoi. Oui. Après, ça, c'est le choix de chacun, mais il faut être en tout cas en phase avec ce choix. Absolument. Et je me demandais, tu nous as un peu délayé quelques éléments de réponse à ma question, mais est-ce qu'il y a quelque chose que tu as appris ou découvert dans cette aventure auprès des chiens guides d'aveugles que tu n'imaginais pas du tout en allant à ta toute première réunion d'information, ou encore même en croisant ce chiot avec ce dossard au tout début? J'ai tout découvert, en fait. C'est ce que je te disais, moi, je ne connaissais pas. Je ne connaissais pas du tout. J'avais jamais imaginé, en fait, je m'étais jamais posé la question, comment un chien devient chien guide. Voilà. Donc, j'ai tout découvert. Le vocabulaire, les métiers, les professionnels, les bénévoles, tout le cheminement, tout l'enchaînement.
ça a été une vraie découverte. Mmh. Le chien en tant qu'être vivant, là, j'ai découvert 1000 choses et je continue encore. Hein. Mmh. Et justement, dans la suite de ton engagement, est-ce que tu vois de nouvelles briques à ajouter ou là, t'es plutôt en rythme de croisière pour en profiter? Pour le moment, je suis en rythme de croisière, d'autant qu'on va encore augmenter les personnes de la détente du samedi. Donc bon, jusqu'à la fin de l'année, je n'ajoute pas de briques. Mmh. Après, on verra. Parce que c'est vrai que j'ai aussi fait cette formation de comportementaliste et peut-être, pourquoi pas, envisager des interventions dans ce domaine-là, alors hors chien guide, hein, parce que ça touche à tous les chiens. Peut-être l'année prochaine, on verra. On verra. Et puis en attendant, on se le disait avant d'enregistrer, t'es toujours en bonne compagnie d'un petit relais en ce moment. Ouais. Ça continue. Il est parti se coucher, désespéré. Oui, ça continue, parce que c'est important d'avoir des relais. Et alors maintenant, par contre, c'est vrai que je n'ai plus que des relais de chiens guides, parce que ce sont les DV en fait que j'ai en détente qui me demandent de prendre leur chien en relais. Oui. C'est incroyable. Bah oui, du coup le lien est déjà fait et donc ça se fait mieux. Enfin, ça passe aussi. L'école est au courant, bien sûr, mais c'est plus l'école qui t'appelle pour te demander des relais de chiots, quoi. Non. Alors, bien sûr, quand on fait des relais de chiens guides, l'école est systématiquement dans la boucle. Hein. Bien sûr. Tout est officiel, etc. Mais c'est vrai que c'est souvent le DV qui me demande, tu peux prendre mon chien? Ben oui, d'accord. Hop, on prévient l'école, elle est d'accord. Ok, on y va. On ne fait rien en dehors de l'école quand même. Hein. Non, puis leur responsabilité, ça reste leur chien. Ça reste le chien de l'école, exactement. Hein. En tout cas, si ce serait chouette, on verra l'année prochaine toutes ces nouvelles compétences que tu peux ajouter en effet par ta formation. Tu peux nous en dire deux petits mots justement de cette formation? La formation de comportementaliste? Ouais. Tu l'as fait à distance, en ligne? Comment ça s'est passé? Alors, c'est à distance, oui, mais en visio. Ok. Avec des cours dispensés par des professeurs, avec des devoirs à rendre. Je suis retournée à l'école, voilà. Donc là, je termine la théorie. Donc ça se passe très très bien. Alors la théorie, c'est la psychologie, les comportements, la reproduction, enfin bon, tous les aspects physiologiques, etc. du chien. Et j'ai commencé à faire quelques stages. Alors ça, bon, il faut que je me débrouille pour les trouver, mais bon, je suis déjà intervenue dans des refuges, dans quelques élevages, voilà, pour alors pas mettre en pratique, mais en tout cas j'ai appris à observer le chien et à bien se dire que l'humain n'a pas le contrôle surtout, et que c'est le chien qui répondra ou pas, et que c'est lui qui décidera. Alors pour les chiens guides, par exemple, c'est lui qui décidera d'être chien guide ou pas quelque part. Hein. Donc voilà, c'est beaucoup d'observation, c'est pas de méthode, il n'y a pas de méthode universelle. C'est des pistes, plein de pistes. Alors plus on multiplie les expériences, évidemment, plus on se fait un panel de pistes, donc plus il est facile après de tomber peut-être sur la bonne. Donc faut observer et très humble. Faut que l'humain soit très humble par rapport à ça, parce que il faut écouter le chien et lui répondre correctement en fait. Et pour revenir à ton expérience avec les chiens guides, est-ce qu'il y a un moment où tu as été bluffé par un des chiens en famille accueil, en famille relais, et qui reste un souvenir marquant pour toi? Alors, c'est pas en famille d'accueil que j'ai été bluffée, c'est après. En fait, Olaf donc a été remis à Thibaut. Je l'avais vu donc juste après sa remise. J'étais allée dans la famille, rencontrer tout le monde. Enfin, c'était super. Bon, et puis on ne s'était pas vu pendant 6 mois. Et à l'occasion de la journée nationale sport et handicap, Thibaut m'a dit, viens, je serai avec Olaf, je ferai des démos. C'était à Paris, place de la Bastille. Bon, j'y vais. J'arrive, Olaf était en train de faire une démonstration avec Thibaut, donc il ne m'a pas vu. En plus, j'avais les lunettes de soleil, enfin bon, visuellement, il n'y a pas eu de contact. J'étais au stand des chiens avec 10 personnes. Il est arrivé. Je n'ai pas dit un mot, donc il ne m'a pas identifié non plus à l'oreille. Il est passé devant moi. Il a fait 1 mètre. Il a fait demi-tour et s'est jeté sur moi. Oh. J'ai été bluffée par la mémoire olfactive du chien. Vraiment, hein.
Bon, évidemment, j'ai été émue aux larmes, mais cette mémoire, c'était incroyable, quoi. Juste incroyable. Ça faisait longtemps que vous n'étiez pas vus, en plus. Ça faisait 7 mois qu'on s'était pas vus. Là, je me suis dit, quand même. Ils oublient pas. Non, ils oublient pas, hein. Non. Ils oublient pas. Quand on dit que c'est l'animal le plus fidèle... Ouais. Ils passent à autre chose, ils vivent dans le présent, ils sont très bien là où ils sont, mais ils n'oublieront pas le passé. Et c'est pas pour autant qu'il est pas reparti avec Thibaut Ah non, au contraire, non. C'est sa famille, Thibaut, hein, c'est clair. Hein. Mais ça, je l'ai vu dès le premier jour où je les ai rencontrés. J'ai senti qu'il était chez lui, il était bien, il avait trouvé son foyer. C'est un peu comme un enfant qui s'en va, qui fait sa vie avec son copain, sa copine. Il n'oublie pas ses parents, mais il a une autre vie. C'est ça. C'est pas pour ça c'est la vie. Et justement, je pense que parmi les réponses, il y a sûrement Thibaut. Mais est-ce qu'il y a une ou plusieurs rencontres exceptionnelles que tu as faites via les chiens guides que tu n'aurais jamais fait sans cet engagement multicasquette aujourd'hui? Pas vraiment. Bon, il y a eu Thibaut, bien sûr, et du coup, un petit peu les personnes handi-chiens qui gravitaient autour d'Olaf quand il était là-bas. Mais non, j'ai pas fait de rencontre exceptionnelle. J'ai fait une rencontre improbable, mais là, c'est pas lié au chien guide. C'était lors d'une randonnée où j'ai guidé la sœur de ma professeure de français en première. Waouh. Voilà. Rien à voir avec le chien, mais bon, le truc qui n'aurait jamais dû arriver quelque part. Les trucs où tu te dis le monde est trop petit. C'est fou, hein. C'est fou, hein. On est tous l'ami de quelqu'un qui connaît quelqu'un qu'on connaît. C'est ça. C'est marrant. Et pour terminer, la question un peu signature de ce podcast, c'est quel est ton pire pour commencer et après ensuite ton meilleur moment avec les chiens guides? Alors, le pire souvenir, c'est peut-être pas le pire parce que c'était pas négatif, mais c'en est un qui m'a vraiment... où je me suis sentie un peu seule. J'avais Olaf, tout juste. Il était tout petit. Et à ce moment-là, on sortait la nuit. Je faisais sonner le réveil la nuit, à 2 ou 3 heures du matin, pour lui faire ses besoins au caniveau, etc. Bon. Donc le réveil sonne, je m'habille, je sors le chien, je le happe, on court au caniveau. Et là, miracle, il me fait un merveilleux pipi au caniveau. Et un merveilleux caca au caniveau. Comme toute bonne famille d'accueil qui se respecte, je m'accroupis, je lui fais la danse du ventre, je le félicite. Enfin bref, je fais la pom-pom girl sur le trottoir. Et tout à coup, je vois 3 paires de chaussures autour de moi. Je lève le nez, je me relève. C'était 3 policiers. Qui me disent « Ça va, madame ?» Vous allez bien? Je suis partie dans un fou rire. Bon, je leur ai expliqué la situation, hein, voilà, j'aurais dit tout bon, j'aurais expliqué le contexte, donc etc. Et ils m'ont dit, vous savez, on s'est inquiété pour soit votre santé mentale, soit votre taux d'alcool dans le sang. Il faut quand même imaginer, on sort du lit à 2 heures du matin. Évidemment, on n'a pas fait son brushing. Non. En pyjama, dans des baskets, à 3 heures du matin, 2 heures, 3 heures du matin, et on fait le gigolo sur le trottoir. Évidemment, ça peut interpeller des flics qui passent, quoi. Voilà. Je crois que j'ai déjà entendu ce genre d'histoire, mais là, pas forcément la nuit, tu vois. Et la nuit, ça doit encore rajouter une petite couche, en effet, en plein milieu de la nuit. Sympa. Bon, et les meilleurs moments, du coup, avec les chiens guides? Écoute, les meilleurs moments, on en a un petit peu parlé tout à l'heure, c'est la première fois qu'un déficient visuel m'a dit « J'ai besoin d'un relais pour mon chien et je voudrais que ça soit toi. » Ça, c'est un moment très émouvant. Ça a été un cadeau, quoi. J'ai vécu ça comme un cadeau. Et évidemment, j'ai pas refusé. Et voilà. Ça, c'est... Alors, j'ai eu aussi Olaf un week-end l'année dernière. Thibaut m'a proposé de prendre Olaf chez moi parce qu'il pouvait pas l'emmener. Ça a été aussi un énorme cadeau, ça. Comme un beau vieux temps. Comme un bon vieux temps, il a retrouvé maman. Mais bon, il était très content de repartir aussi et c'était très bien. Très bien. Bon, sur ces bons souvenirs, ça va nous laisser l'occasion d'en profiter. Merci pour ton temps, Thérèse.
En tout cas, on a bien compris que tu avais construit cette grande aventure qui n'est pas prête d'être terminée, je crois. Enfin, auprès des chiens guides, auprès de la cause pour la déficience visuelle aussi, parce qu'au final, Valentin Raoui, il n'y a plus de chiens dans la ferme, il y a tout un temps d'activités. Tout à fait. Famille d'accueil, famille relais, les détentes, Valentin Raoui, peut-être auprès des chiens en tant que comportementaliste grâce à ta formation maintenant. Voilà. Ouais. Ça donne... là, t'es sur une bonne voie, là. On ne peut plus t'arrêter. Je pense que comme retraite, il y a pire. Hein. Je pense que tu as répondu à ta question qu'est-ce que je vais pouvoir faire quand je serai à la retraite ? En fait, oui, je me la posais il y a 5 ans, 6 ans même, mais c'est bon, moi je la pose plus. C'est plutôt quand est-ce que je suis à la retraite de mes nouvelles activités de retraite, non, c'est pas ça ? Qu'est-ce que je pourrais faire pour me calmer ? J'ai trop besoin d'apprendre, de transmettre. J'ai trop besoin d'échanges en fait, donc pour le moment, tant que je peux, je continue. Hein. Profite. Exactement, je profite. Bon, merci beaucoup Thérèse, et je te dis à très bientôt. Écoute, à bientôt Estelle. Au revoir. Au revoir. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. Merci à vous de l'avoir écouté, en espérant qu'il vous aura plu. Merci à Thérèse d'avoir accepté tout de suite mon invitation, malgré mes faibles disponibilités pour enregistrer en cette fin d'été. Pour compléter votre écoute, vous pouvez retrouver des photos de Thérèse et Olaf et les autres chiens guides qu'elle accueille et qu'elle détend sur futurchienguide.fr et très bientôt la transcription intégrale de cet épisode. Alors, à bientôt pour le prochain épisode sur l'univers méconnu des chiens guides d'aveugles.